qui nous permet aussi de continuer la lutte. On voulait aussi rappeler que l'autorisation environnementale a été annulée par le tribunal administratif dans une décision qui a été... Nous, on va présenter ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe ce week-end. Ça passe. Et après, chaque organisation qui est présente pourra prendre la parole et dire 3 mots sur pourquoi on est unis dans cette lutte. Chacun selon sa modalité, quoi. Et t'inquiète, je dis rien d'important le temps que tu aies remis ton capot. Bon timing. Et voilà, on fait ça. On sait que vous travaillez tous dans l'urgence et tout, on va pas vous faire des giga discours, on va essayer de condenser comme il faut, comme ça vous montez facilement et tout. Et puis voilà, ouais. C'est important pour ceux qui veulent bien se présenter, de se présenter avant de parler, pour Ouais. mettre les synthés avec des bons noms et des bons titres de bonnes Carrément. Ouais. S'il y a besoin d'interview en face cam, après on sera dispo pendant une petite demi-heure. Dire qu'il y a, après la présentation de chaque, il y a des questions à poser collectivement. À la fin. Ouais. À la fin, À la oui. fin des questions, ouais. Oui. Ça, c'est quand on a fini de tous dérouler et la fête et les orgas présentés solidaires, il y aura des questions et du coup vous pourrez poser vos questions un petit peu. Ça va être technique vu que vous êtes plein, mais voilà. Ok, on est parti. On est parti. Et bah bienvenue tout le monde. Je m'appelle Martin Freiss, je suis tarnais et opposant à l'autoroute. Moi je suis Amalia, je fais partie d'Extinction Rébellion Toulouse. Jean Olivier, je suis coprésident des Amis de la Terre Midi-Pyrénées. Alain Hébrard, LVEL, La Voie est libre donc, et je suis résident tarnais. Et Confédération paysanne accessoirement. Et Confédération paysanne. Alain, La Voie est libre, j'ai habité 30 ans dans le Tarn, à Castres notamment, voilà. Et maintenant je me suis retiré dans l'Aude. Aline de La Voie est libre. Geneviève de l'Atécopole, atelier d'écologie politique. Tout le monde est là, c'est super. Du coup, on va vous raconter un peu pourquoi on est là. Et on va vous raconter aussi ce qui va se passer aujourd'hui. On fait ça. Tu commences, j'y vais ? Vas-y. Ouais, et ben on a souhaité organiser cet événement parce qu'on continue à s'opposer à l'autoroute. On rappelle que l'autoroute, le projet d'autoroute A69, il est inutile parce que la RN 126 n'est pas saturée et que Castres n'est pas enclavé. Il est injuste socialement parce que personne n'aurait les moyens de payer 20 € pour un aller-retour à Toulouse. Et il est écocidaire parce qu'il artificialise 400 hectares de terre. Et pour toutes ces raisons-là, on continue à s'opposer à l'autoroute depuis plein de collectifs différents, avec plein de modalités différentes. On continue à l'être, notamment à l'heure où il fait des canicules qui mettent en péril la santé des gens. Et on sait que ce projet-là, il n'a pas lieu d'être, il ne doit pas advenir, parce que ça fait partie des choses qui favorisent le chaos climatique et qui mettent en danger la santé des gens. Et nous, on pense que ça ne vaut pas le coup de mettre en danger la santé de l'humanité pour ni gagner 15 minutes, ni faire plaisir à une entreprise privée lobbyiste. Voilà. On est à l'issue de plein d'années de lutte qui ont rassemblé plein de modalités différentes. Il y a eu des recours juridiques, il y a eu des occupations, il y a eu des fêtes, il y a eu des grandes manifestations. Et tout ça, c'est des choses qu'on a vécues tous ensemble et en solidarité et en tissage. Et c'est ça qui nous a permis de mener cette lutte et de continuer le combat avec à chaque fois des modalités qui prennent le relais d'autres, etc. On continue d'être solidaires et d'affirmer ça et d'affirmer que c'est ça qui nous permet aussi de continuer la lutte. On voulait aussi rappeler que l'autoroute a été jugée illégale. L'autorisation environnementale a été annulée par le tribunal administratif dans une décision qui a été longuement argumentée. Et donc on est complètement légitime à intervenir. Cette autoroute, on le dit depuis le début, est écocidaire, et on le dit depuis le début que l'autorisation environnementale n'aurait pas dû être délivrée. L'ADREAL avait déjà émis un avis négatif, la haute autorité environnementale aussi. Donc depuis le début, en fait, on est légitime à agir, on essaye concrètement de faire appliquer la loi. Et même si aujourd'hui les travaux ont été réautorisés provisoirement pendant que en attendant que l'appel est jugé, on rappelle quand même que l'autorisation environnementale a été annulée par le tribunal administratif.
Et donc aujourd'hui, nous, dans cet événement, ce qu'on voulait aussi, c'était absolument mettre le soin et la fête au cœur de l'événement, malgré les discours de la préfecture et de certaines presses qui essayent de dire qu'on essaye d'organiser la guerre ce week-end. Nous, ce qu'on voulait organiser, c'était le soin et la teuf, des moments de joie, de convivialité, des moments de musique, de danse, pour rappeler qu'on est tous ensemble et qu'en fait la lutte c'est aussi s'amuser, s'éclater et avoir la beauté de la musique tous ensemble. Mais on voulait aussi mettre au cœur nos valeurs d'auto-organisation, d'autogestion et rappeler que la lutte, en fait, elle ne nous appartient pas à nous, l'organe de cet événement. Il n'y a pas que nous qui sommes là. La lutte, elle appartient à tout le monde. On n'est pas du tout les seuls à être contre la 69, d'où notre envie d'organiser une assemblée d'auto-organisation pour faire vivre toutes les volontés et permettre à cette lutte d'appartenir vraiment à tout le monde. On va dire un petit mot de conclusion sur cette partie, en tout cas de la conférence de presse. Vous avez pu voir peut-être en arrivant, ou peut-être vous n'avez pas vu, mais le camp est plein. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui affluent là. On est très touchés évidemment et très émus de voir aussi que cette lutte, elle est devenue aussi forte et aussi emblématique, notamment parce que les passages en force qu'ont tenté de faire les députés pour passer au-delà de la décision du tribunal administratif, c'est une menace directe à la séparation des pouvoirs et c'est aussi en fait une menace directe pour toutes les luttes qui voudraient se mobiliser sur le volet juridique, sur les quelques acquis qu'on a encore pour l'écologie quoi, et pour sauver les territoires. Et du coup c'est vraiment emblématique et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se rassemblent. Mais ce qu'on constate en opposition à ça, c'est le récit criminalisant de la préfecture. Il y a 13 arrêtés d'interdiction qui ont été émis par les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne pour empêcher tout et n'importe quoi. Là, il y a... Sur le tracé, il y a une cinquantaine de milliers de personnes qui n'ont pas le droit de faire un barbecue ou de camper dans leur jardin chez eux par l'effet direct de ces arrêtés. Nous, on dénonce, on dit que c'est une atteinte aux droits de l'homme, que c'est liberticide, qu'on a encore et toujours le droit de se rassembler. Vous avez probablement vu en venant aussi, il y a énormément de contrôles de police. Ils essayent de faire monter la tension, mais on rappelle encore et toujours que la violence, elle vient de l'imposition d'un projet à un territoire qui n'en veut pas et des gens qui sont en uniforme et en armes et qui tirent sur les manifestants. Je vais laisser les autres organisations se présenter un petit peu et dire un mot, et après on prendra les questions. J'y vais alors. Pour les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, donc du coup nous on est clairement impliqués dans la mobilisation en tant que co-requérants sur le volet administratif et on fait partie des 14 organisations qui avons obtenu l'annulation des autorisations environnementales et donc l'enterrement en principe pur et simple de l'autoroute, sachant que derrière, effectivement, il y a une décision très particulière qui est de réautoriser temporairement la possibilité de faire les travaux d'une autoroute qui, à ce jour, reste illégale, a été jugée illégale et restera illégale jusqu'à la décision de la Cour administrative d'appel dont la bonne application du droit de l'environnement appelle nécessairement la confirmation d'illégalité. Donc ça, c'est effectivement, ça a été dit, mais ça paraît très très important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des forces de l'ordre déployées pour couvrir un chantier illégal, comme ça avait été le cas sur la Cré-Marbre en mars l'an dernier, où après qu'il y ait eu près de 2 millions de frais de force de l'ordre, d'après les calculs de Reporters, mis pour essayer de déloger les gens qui occupaient les arbres, les autorités avaient reconnu que les arbres n'auraient pas dû être coupés, que les coupes avaient été illégales. On est dans ce genre de situation-là, et on l'est donc sur le volet administratif, et on compte bien que la Cour administrative nous le confirme, mais on l'est aussi, c'est important que vous l'ayez en tête, parce qu'on a développé tout un volet pénal avec des plaintes pénales qui aujourd'hui sont déposées auprès de juges d'instruction avec caution de partie civile, en particulier concernant ce lieu ici, puisque le tracé de l'autoroute devait passer plus haut sur les coteaux, et que pour ce que nous identifions comme une prise illégale d'intérêt de déplacer le tracé qui aurait été trop près des terres d'un élu de la commune, avec l'intervention du député de la circonscription, lui-même avocat du maire de la commune, qui a lui-même dit devant la commission d'enquête parlementaire qu'il avait fixé le tracé de l'autoroute. L'autoroute s'est retrouvée à passer plus bas, donc près de ce château, en ne respectant pas les distances aux monuments historiques, en ne respectant pas la nappe phréatique et donc l'alimentation en humidité du bois humide que vous avez à côté et de la prairie à jacinthe de Rome qui est juste dessous. Les jacinthes de Rome, c'est une espèce de plante rare et menacée dont l'Office français de la biodiversité dit que c'est tout simplement irremplaçable, non compensable. Donc voilà, par exemple, donc il y a ces éléments-là, il y a un risque d'inondation qui a été caché, on a les preuves du fait que le dossier a caché, a masqué le risque d'inondation de l'autoroute en cas de crue décennale, il y a de la destruction de biodiversité en bande organisée, et tous ces gens-là sont mis en cause, les juges d'instruction sont dessus, et au lieu de mobiliser la force publique pour aller enquêter sur ces sujets-là et s'occuper des personnes qui sont en fait les responsables de ce projet illégal, aujourd'hui on essaye de nous intimider, donc vous l'avez vu,
Et clairement, là, il y a une atteinte au droit de réunion, au droit d'expression, à la libre opinion, et on essaye de transformer notre volonté, notre intention, comme ça a été dit, dans quelque chose qui n'est pas du tout notre intention. Là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et il y a y compris de la diffamation à notre encontre. Et pour ma part, M. Terlier m'a mis hier en cause sur BFM, je pense qu'on va faire une plainte en diffamation contre lui aussi par rapport à ce qu'il affirme nous concernant. Bon, la voie libre a été créée en septembre 2021, donc pour lutter contre cette autoroute. Elle regroupe au départ essentiellement des personnes qui habitent le territoire, contrairement à ce qui est prétendu. Effectivement, comme il s'agit d'une lutte qui est quand même globale, il y a plein de gens qui s'y retrouvent, mais au départ, c'est quand même une lutte de citoyens. Dedans se retrouvent des gens qui à la fois sont en tant que personnes et aussi souvent adhérents à des organisations, ce qui a permis de déposer le recours contre l'autorisation environnementale avec 14 associations. Le collectif, lui, n'ayant pas d'existence légale. D'accord. Donc, vous avez des camarades qui vont vous expliquer quelques trucs de détail si vous voulez. On parlera plus en détail peut-être de l'écheveau, enfin, le gros bazar qui est le problème juridique auquel on s'attelle essentiellement. Après, clairement, on avait dit qu'on n'était pas propriétaire de la lutte et qu'il fallait qu'il y ait des organisations qui en toute autonomie, prennent des initiatives. Et ben, il y en a eu plusieurs, et notamment ce rassemblement aujourd'hui, bien sûr, qu'on soutient complètement. Vous pouvez donner vos noms à mesure pardon, oui, alors Alain Hébrard. Donc Alain Hébrard, LVEL. Jean-Olivier, donc coprésident des Amis de la Terre, Midi-Pyrénées. Et Alain de LVEL. En fait, on avait voulu dès le départ à LVEL une lutte en rhizome. Ben, nous l'avons depuis pas mal de temps maintenant, parce que XR, le GNSA, les Amis de la Terre, etc. ont rejoint, même s'ils étaient déjà plus ou moins impliqués. Et effectivement, on est très occupé par la question juridique, hein, ça ne vous a pas échappé, qui coûte beaucoup d'argent, donc on peut faire aussi un appel à soutien parce qu'on n'a pas fini, et loin de là, puisque l'idée des institutions et des pro-autoroutes, c'est de nous user de ce point de vue-là, de nous assécher. Hein. Bon, ils n'y sont pas arrivés parce que chaque fois qu'il y a un événement comme ça aussi, il suffit de voir les collectes se développent. Donc on voulait une lutte en rhizome, nous l'avons. Et parce que nous avions compris dès le départ, évidemment, que le sujet de l'autoroute A69 dépassait de très loin le bassin de Castres et même Castres-Toulouse. Voilà. Alors, même la remarque qu'a fait mon ami concernant est-ce qu'on est du coin ou pas. Bon, moi, j'ai habité 30 ans à Castres, mais j'habiterai Tours. Je serai tout aussi concerné par l'autoroute Castres-Toulouse. Hein. En fait, la voie est libre, se pose la question fondamentale, dans quel monde voulons-nous vivre? Voilà. Est-ce qu'on prend en compte les enjeux environnementaux qui ont explosé et qui sont apparus au vu de tous et toutes depuis maintenant une trentaine d'années, mais surtout depuis une vingtaine d'années? Voilà. Revenez à l'origine du dossier et vous verrez un dossier qui était d'abord d'ailleurs bidonné et ultra bidonné, avec des dossiers qui étaient compartimentés en amont, qui étaient partiaux, incomplets, mensongers sur le péage, sur le temps gagné, etc. Voilà. Donc c'est ce qui fait que quand on est, je vais arrêter là, mais quand on est arrivé au moment où les travaux étaient quasi imminents, au moment de stop carrière par exemple, ben, les gens se sont aperçus que toute l'argumentation développée par les élus locaux, l'Adréal, etc., depuis une trentaine d'années, ben, elle tombait parce que petit à petit, on a vu que c'était mensonger ou que c'était trop approximatif et que, en fait, beaucoup de gens avaient été grugés. Et si ça monte depuis pas mal de temps maintenant en généralité, c'est aussi pour ça, parce que les gens comprennent que ce qui se passe à Castres, entre Castres et Toulouse et sur cette autoroute-là, ben ça se passe partout pour les autres projets qui sont inutiles, imposés et bidonnés. Moi vraiment, bidonner en amont, il faut toujours garder ça en tête. Alain, de La Voie est libre. Alors, juste deux mots, Aline de La Voie est libre. Ce week-end aussi, justement, il est important parce qu'il permet de prendre le temps d'échanger, de rassembler les forces et de se dire
on a à irriguer le territoire encore et toujours sur ces questions de quel développement pour quel territoire. C'est-à-dire que, comme on l'a dit précédemment, c'est une question bien plus générale en fait. C'est dans quel monde on veut vivre. Et donc la Voie est libre a travaillé notamment un projet alternatif qui s'appelle Une autre voie, qui a travaillé de manière extrêmement fine sur la question des mobilités, sur la question du territoire, c'est-à-dire que quand on pense autoroute, il y a un point A, il y a un point B, et il n'y a rien entre le point A et le point B. C'est plus au service, on va dire, des marchandises que des habitants, il faut être clair. Et donc là, c'est comment amener les habitants à s'approprier la question de quel territoire, pour quelle mobilité, pour quel développement économique, et devenir finalement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce territoire devienne exemplaire de ce point de vue-là. Donc sans autoroute, et qu'est-ce qu'on développe comme domaine économique qui répondent aux enjeux actuels. Voilà, ça je pense que c'est aussi important de l'avoir en tête, et il y a plein de réflexions ce week-end qui sont menées sur comment aller encore et toujours vers les habitants, échanger avec eux, parce que finalement il y en a plein qui subissent cette autoroute sans forcément prendre position, parce qu'il y a un état de fait, il y a le fait que voilà, la balafre elle est là et qui décourage, mais de fait cette balafre elle peut être source d'inspiration pour un développement de territoire. Voilà. Daniel Coutarel, comité départemental de la Confédération paysanne du Tarn. Donc nous sommes là et depuis le début pour soutenir cette lutte, parce que bien évidemment un de nos leitmotifs et de nos missions syndicales, c'est la dimension de l'autonomie alimentaire du territoire et des territoires et de la protection de l'environnement qui pour nous paysans est notre outil de travail. Donc aujourd'hui on ne peut que dénoncer l'instrumentalisation qui est faite par une certaine presse. Je ne nommerai pas la presse en question de manière présente parce que bon, ça peut vous poser quelques problèmes à vous, les autres presses. Mais aujourd'hui, on a vraiment une instrumentalisation et un parti pris d'une presse qui théoriquement devrait être impartiale au service de l'information des citoyens, mais aujourd'hui est totalement partiale, prend parti, colporte des mensonges qui font que les gens aujourd'hui ne viennent pas à un rassemblement festif parce qu'on a dit que ce serait violent, alors que notre intention n'a jamais été dans la violence et plutôt sur un moment d'échange entre citoyens. Ensuite, je voudrais parler de cette fameuse violence qui change complètement de bord et il faut bien être lucide avec ça. Il y a 8 jours, 10 jours, nous avons eu un collègue paysan, membre de la Confédération paysanne, paysan en agriculture biologique, dont l'installation d'irrigation a été détruite. Vous comprenez bien qu'avec le temps qu'il fait, 3 jours d'absence d'irrigation, c'est la perte assurée des cultures. Première chose. Deuxième chose, nous avons eu une douzaine de maisons d'habitation et de fermes qui ont été taguées, dénoncées, avec sur la voie publique une liste de noms de personnes traitées de voyous par ces gens-là. La violence n'est pas de notre côté. Nous ne nous sommes jamais opposés à discuter avec qui que ce soit de notre opposition à la 69. Nous sommes toujours prêts à discuter, mais nous n'acceptons pas qu'il y ait des gens qui se permettent des actes de violence sur des personnes individuelles, sur des entreprises qui font vivre le territoire. Donc il faut absolument relayer cet élément qui est fondamental dans les tournures et la tension que induit la position de certains élus dans la population. Aujourd'hui, plein de gens ne sont pas venus, et vous verrez, il y aura quand même beaucoup de monde, parce qu'ils ont fait monter la pression en disant que ça allait être une manifestation. D'abord, ce n'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, c'est sur un lieu privé, donc il n'y a aucun objectif d'attenter à l'ordre public. Voilà, pour la Confédération paysanne. Daniel Coutarel, comité départemental de la Conf. Vous pouvez rappeler combien il y a d'agriculteurs qui ont été impactés par le tracé?
Et combien est 100 et quelques. Est-ce qu'on garde pour les Alors, questions il y a 400 hectares. Les questions, ça sera après. S'il vous plaît, il y a- il y a encore des Mais après, vite on fait, prend pas ouais. plus de questions. Ok. Il y a 400 hectares donc, qui sont impactés au niveau environnement. Il y a plus de 100 agriculteurs qui sont impactés. Et il y a une politique qui a été gérée par la Chambre d'agriculture qui a amené à des négociations d'individu à individu avec Katosca et les maîtres d'œuvre qui n'ont pas permis aux paysans de faire front commun par rapport à cette dynamique de spoliation des terres vivrières. Parce que c'est bien ça le problème. Nous avons besoin d'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, on les artificialise. Donc on marche complètement à l'envers. Oui, je suis Geneviève Azam, je suis économiste et membre de l'atelier d'écologie politique qui regroupe sur l'agglomération toulousaine des scientifiques de toutes les disciplines. Nous sommes à peu près 200 et nous étions réunis d'ailleurs dans un colloque de la Técopole dans la semaine. Et ça a été l'occasion de réaffirmer qu'on est toujours contre la 69. La 69, c'est toujours non. Je voudrais rappeler au niveau historique que la Técopole, il y a maintenant 1 an et demi, à peu près, 2 ans même, a été à l'initiative d'une pétition qui a été une pétition nationale, voire internationale, signée par 2000 scientifiques, dont des responsables du GIEC. Je parle de Valérie Masson-Delmotte, je parle de Christophe Cassou, par exemple, qui avait signé cette pétition. Donc, à 69, c'est toujours non. C'est encore plus non, je dirais. Parce que d'abord, il y a des juristes à la Técopole. Il y a des juristes qui étudient ce qui est en train de se passer, de déconstruction systématique des quelques règles que nous avions, des règles collectives, qui sont les règles républicaines, d'ailleurs, dont on se prévaut aujourd'hui, qui sont des règles de vivre ensemble, aussi bien pour nous que pour tous les écosystèmes, qui sont aujourd'hui totalement bafoués. Et il y a eu des pétitions aussi de juristes qui sont parus dans la presse pour dénoncer ce qui s'est passé au niveau de la loi de validation et au niveau de la réautorisation des travaux qui a été obtenue par l'État qui a fait appel suite à l'interdiction des travaux, puisque cet A69 est illégal d'un point de vue environnemental. Ça, c'est la première chose qui fait que c'est encore plus non, parce qu'il y a une inquiétude très grande sur ce qu'on appelle l'état de droit. Donc là, c'est les juristes qui se mobilisent aussi. Et je dirais que c'est encore plus non, parce que même d'un point de vue gouvernemental, on a fait un grand plan d'adaptation à plus 4 degrés au niveau climatique en 2100. Entre parenthèses, à plus 4 degrés, globalement, en moyenne, on ne vit plus. Mais bon, très bien, on a fait un plan d'adaptation à plus 4 degrés et il s'avère, c'était d'ailleurs un gros titre de la dépêche qu'on peut remercier d'avoir signalé cela, un gros titre de la dépêche, Castres et Albi vont être parmi les 10 villes les plus impactées sur ce réchauffement climatique à l'échelle 2100. Donc c'est une information très intéressante que bien sûr nous avons étudiée précisément, effectivement. Mais contrairement à ce qui est dit, c'est que, parce qu'à la fin de l'article, c'est pas bien grave parce que finalement ce serait le climat de Valence en Espagne, ce serait le climat de Valence aujourd'hui. Mais à plus 5 degrés, les glaciers ont fondu, les mers sont montées, les centrales nucléaires ne peuvent plus être refroidies comme celle d'aujourd'hui Golfech qui ne fonctionne plus. On a arrêté les réacteurs parce qu'on ne peut pas la refroidir. Et donc un monde à plus 4, plus 5 degrés n'est pas le monde d'aujourd'hui auquel on ajouterait 4 ou 5 degrés. Un monde à plus 4, plus 5 degrés, et c'est Albi Castres, c'est un monde dystopique, totalement. Donc c'est encore plus non, je dirais, qu'il y a 2 ans, puisque les problèmes se sont aggravés, et il y a un recul extrêmement important de toutes les politiques climatiques, et donc c'est encore plus non, je dirais. Amalia d'Extinction Rébellion Toulouse. Donc nous, à Extinction et Rébellion, on est sur la lutte depuis 3 ans maintenant. Et on a fait nombre d'actions de désobéissance civile où du coup on est allé au-delà de la loi pour lutter contre l'autoroute et son monde. Et très souvent, en fait, on nous demande pourquoi est-ce qu'on se permet d'enfreindre la loi et s'il n'y a pas d'autres manières d'agir. Et alors ouais, il y a plein de manières d'agir, mais est-ce qu'elles fonctionnent ? Elles fonctionnent si on les met toutes en place ensemble, c'est ça qui est magique. Et donc nous, quand on va au-delà de la loi, c'est parce qu'on pense que c'est nécessaire et surtout parce que, moi la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'une loi est forcément légitime et morale juste parce qu'elle a été promulguée par le gouvernement ?
quand on a des médias qui sont détenus par des moguls d'extrême droite et qui passent en permanence des messages de haine partout à la télé, à la radio, est-ce que ces valeurs qui sont promulguées vont engendrer des lois qui sont morales? Non, absolument pas. Parce que vous êtes des journalistes, vous savez très bien l'impact des médias sur l'opinion publique et donc ensuite sur les lois qui sont promulguées. Par exemple, il y a encore seulement quelques décennies, l'homosexualité était complètement interdite. Est-ce que c'était moral? Non. Et aujourd'hui, du coup, quand on fait passer des projets comme l'autoroute en force, en essayant de promulguer des lois pour imposer une raison impérative majeure, est-ce que c'est moral? Absolument pas. Absolument pas. Et donc, nous, en tant que militants, on pense qu'il est absolument important de s'opposer à ces projets. Et s'il faut pour cela qu'on aille au-delà de la loi, alors on le fera. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se bat pour notre avenir, mais en fait aussi pour notre présent et pour celui de nos enfants, de vos enfants, de nos amis, de notre famille et de tout le monde. L'autoroute, on ne cesse de le répéter, mais elle va avoir un vrai impact sur nos vies, sur notre capacité à survivre dans seulement quelques années. Si jamais elle a été construite, le goudron de cette autoroute va générer une chaleur sur la route qui sera juste invivable. Ce ne sera pas possible de circuler autour de l'autoroute. Donc on pense que s'il faut aller au-delà de la loi, on le fera. S'il faut qu'on aille en prison, on le fera, même si on est contre les prisons. Donc non, s'il vous plaît. Et voilà. S'il faut pour cela cramer des machines, alors on cramera des machines, tout simplement. Je dis pas que moi je l'ai fait. S'il faut bloquer une route, on le fera. Parce qu'il est absolument nécessaire pour la survie de tous de bloquer tous les projets comme l'autoroute qui sont absolument inutiles, imposés et écocidaires. Merci. Une prévention pour ce qui va se passer pendant ces 2 jours ou la semaine qui vient? On n'en est pas encore aux questions, Absolument pas. camarades journalistes, on n'en est pas encore aux questions. La philosophie politique. On en reparle juste après, au moment des questions. Vous êtes trop mignons. C'est adorable. Ouais, je voulais juste dire un petit mot pour appuyer ce qu'a dit la camarade tout à l'heure. C'est à nous d'imaginer le futur de ce territoire et c'est aussi à nous d'affirmer et de faire un... Je le refais. Encore une fois, c'est Martin Price. Je disais donc que c'est à nous d'imaginer le futur de ce territoire et c'est aussi à nous d'écrire des précédents. Parce qu'en fait, on peut abandonner un chantier en cours de route. La décision du 27 février, elle l'a montré. Et du coup, maintenant, la page qui s'ouvre et on espère être confirmée par la Cour d'appel en novembre, c'est maintenant, on pense que c'est aux habitants d'écrire le futur du territoire et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait d'un chantier qui est à l'abandon? En fait, là, tout le printemps, les chantiers, ils étaient à l'abandon, l'herbe, elle repoussait, les machines, elles étaient plus là. Ça a donné un espoir énorme et un élan énorme aux gens de la lutte qui se sont battus et qui ont investi si fort de leur temps personnel et qui ont pris tant de risques juridiques aussi pour le faire. Et du coup, nous, on pense que c'est aux habitants d'imaginer le futur et qu'on devrait le faire tous ensemble et que on n'est plus obligé de suivre les logiciels capitalistes, on n'est plus obligé de se soumettre au passage en force, on n'est plus obligé de dire parce qu'on a commencé, on va finir. Les pro-autoroutes, ils disent maintenant on a commencé, du coup on va finir, sinon c'est du gâchis. Et ouais, mais en fait le gâchis de la planète, on va l'arrêter avant. Et du coup, peut-être le gâchis d'argent public, c'est leur problème en fait. Ils avaient qu'à pas signer les papiers avant. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est écrire le futur du territoire ensemble avec tous les habitants des villages, tous les gens de la lutte. Et on peut replanter sur les chantiers, on peut faire des terrains de sport, on peut faire des habitations écologiques, on peut faire des centres de formation, on peut installer des paysans sur les délaissés de l'autoroute. Tout ça, on peut le faire. On va l'écrire ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'on se rassemble et qu'on continue à rester unis. Je m'arrête là parce que c'est très long. On va prendre des questions. On va pouvoir prendre des face cam aussi. Je sais pas comment on organise ça. J'ai l'impression que vous êtes donné un auto-ordre. Vous avez déjà organisé les questions? Non. Et du coup, on fait quoi? C'est toi d'abord. Ok, merci. Le préfet vient de dire ce matin que toute sortie du campement sur la voie publique serait considérée comme un attroupement sur la voie publique et donc serait l'objet d'une intervention des forces de l'ordre. Quelle est, par rapport à ça, votre intention et ce qui est prévu de la part du campement par rapport à cette menace? Est-ce qu'on peut juste demander aux journalistes de se présenter aussi Jade Lingard, Mediapart. On voit du coup typiquement
dans cette intervention du préfet et dans les mensonges qui déroulent depuis une semaine, on voit le récit criminalisant qu'ils essayent de mettre en place. C'est-à-dire que là, le rassemblement se passe hyper bien, il y a des milliers de personnes qui affluent et ils essayent quand même de criminaliser quelque chose qui est même pas encore annoncé, ni dont on ne sait même pas s'il va se passer ou pas. S'il y a des volontés spontanées, auto-organisées qui ont envie de sortir du camp pour aller faire des trucs sur les chantiers, personne ne va les en empêcher de toute façon, mais on voit bien que ce qui se passe là, c'est la mise en place d'un récit criminalisant qui vise à criminaliser les défenseurs de l'environnement et les opposants à l'autoroute. Et c'est ça la vraie violence en fait. C'est que nous, comme l'ont rappelé nos camarades, on est légitime à s'opposer à cette autoroute, on est légitime aussi à s'opposer par tout un tas de moyens et c'est ça qui fait la force de cette lutte. Et ils essayent de nous criminaliser, ils essayent de nous enfermer, ils nous mettent des amendes et tout ça, mais on va continuer à s'opposer parce qu'on est légitime à le faire en fait. Éloi Rouillet de l'AFP, est-ce que vous avez un chiffrage du nombre de personnes déjà, une petite question pratique, qui sont sur le camp? Vous avez parlé de plusieurs milliers, mais si vous avez quelque chose d'un peu plus précis. Et une deuxième question, où pour vous réside maintenant l'espoir en fait d'en finir avec cette autoroute? Il y avait une AG hier assez longue justement pour évaluer comment vous alliez organiser ce week-end, mais aussi embrayer sur l'avenir. C'est où l'espoir pour vous et c'est où les moyens de lutte? C'est quels moyens de lutte en fait? Ça fait plein de questions là. Oui. On va répondre assez vite à la dernière question, qui est que en fait les motivations qui ont été développées par la rapporteure publique et qui a entendu en fait notre argumentaire, elles ont déjà été citées dans des jugements qui ont annulé des projets routiers depuis le 27 février. Il y a 2 projets routiers qui ont été annulés, un dans l'Orne et un... Il y a un abandon du contournement de Rouen qui est clairement directement une conséquence aussi des décisions sur la 69. Mais il y a des jugements aussi sur d'autres matières du droit de l'environnement où les rapporteurs publics reprennent en fait la logique de l'argumentaire de la rapporteure de Toulouse, ce qui est hyper important, je peux vous le dire en 2 mots. C'est qu'en gros, elle a vraiment dit qu'il y a une distinction à faire entre déclaration d'utilité publique, qui en fait permet d'exproprier, qui en fait déroge au droit de propriété, qui est un droit constitutionnel, mais qui est un droit qui s'attache à la personne, physique ou morale. Et elle dit le droit de l'environnement et la protection de la biodiversité, c'est plus exigeant, parce que là, on s'attaque en fait à un bien qui est considéré dans la Constitution et dans la Charte de l'environnement comme bien commun de l'humanité. Et donc la raison impérative d'intérêt public majeur qui est nécessaire pour avoir le droit de détruire de la biodiversité protégée est nécessairement plus exigeant que la DUP. Et donc du coup sur cette logique-là, donc de bonne application finalement du droit de l'environnement, il y a tout un tas de décisions de justice qui sont en train de se mettre en place. C'est aussi un des impacts importants et c'est aussi pour ça qu'on se doit de tenir bon et c'est pour ça qu'on est là, pour ne surtout pas lâcher, pour maintenir ce qu'on a dit. Pour l'instant, le jugement, il est illégal. Cette autoroute, elle est jugée illégale. Et nous, ce qu'on défend ici, c'est ce jugement d'illégalité, plus l'illégitimité, plus tout ce qui a été dit. Mais il faut bien avoir en tête que l'état de droit environnemental, il est complètement de notre côté. Il y avait une autre question juste avant. Ouais, par rapport au nombre, les renseignements ont annoncé 2000 personnes il y a une semaine. Donc là, j'ai pas... Ils ont dit 1100 ? Ils sont sur 800. Ah, 800 ? C'est crédible. À l'AG, il y avait en tout cas 300 personnes. Je sais pas si... Les cantines, elles ont servi autour de 700 repas hier. Mais il y a plein de gens qui sont arrivés dans la nuit, les parkings ils se remplissent et tout, donc on ne peut pas donner vraiment de chiffres. Mais on sait qu'il y a probablement des milliers de personnes qui vont arriver pour le grand moment de rassemblement à 14h. Il y a des gens de partout et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur ta question. C'est qu'en fait, on voit que cette lutte, elle mobilise énormément. Le soir de la décision du sursis à exécution, il y avait 25 rassemblements dans plein de villes de France parce que les gens, ils sont tellement touchés par ce truc-là qu'en fait, ils forment des comités, ils se rassemblent, ils communiquent parce que vraiment, c'est scandaleux ce qui se passe en fait. Et c'est un symbole des atteintes au droit de l'environnement. Et du coup, une partie des choses qui se jouent là-dedans, c'est aussi que ça fédère et ça agglomère tout un tas de gens de plein de collectifs qui continuent à se mobiliser parce que c'est scandaleux. Et du coup, en fait, tout un tas d'organisations de la lutte qui ont des comités locaux et tout ça. Il y a les soulèvements de la terre, il y a Extinction Rebellion, il y a la Confédération paysanne, il y a les Amis de la terre et tout. En fait, il y a plein de gens partout en France qui continuent à s'opposer à ce truc-là parce que c'est scandaleux ce qui nous arrive, quoi. Et du coup, il y a un axe de lutte là-dedans. Comme peut-être à l'époque, il y avait des comités ZAD Notre-Dame-des-Landes et les gens ils s'organisaient pour venir, pour lutter, etc. C'est un peu ça qui se passe aussi, quoi. Et des comités Larzac. Et des comités Larzac avant, mais j'étais pas née. Mais s'il faut rassurer la préfecture, on peut dire qu'on sera moins de 50 000. Oui, ça c'est bon. De toute façon, la buvette, elle tient pas. C'est quoi le programme cet après-midi? Est-ce que le préfet dit que ça va être violent, ils se sont dit que c'est pas violent, ça va être violent. C'est quoi le programme? Du coup, cet après-midi, donc en effet, vous savez, on a un rassemblement à 14h. Donc, on va avoir des batucadas
plein de musique, on va pouvoir danser tous ensemble, on va faire des prises de parole, on va pouvoir dessiner sur un A69 en carton qu'on va construire. Donc ça va être super festif, super joyeux. On a invité les gens aussi à ramener leur pistolet à eau pour qu'on se rafraîchisse sous la chaleur de la canicule. Et ensuite, en fait, ça dépend. S'il y a des gens qui ont envie de s'éclater, allez-y. L'idée vraiment de ce week-end, c'est que ce soit en fait auto-organisé, auto-géré et co-construit avec les gens qui sont présents sur place. Donc nous, on a prévu un rassemblement avec des prises de parole, de la batouk, de la musique. Et ensuite, s'il y a d'autres choses, en fait, on ne sait pas. Parce que c'est les gens qui vont s'auto-organiser et s'éclater et faire ce dont ils ont envie. Donc nous, on ne peut pas vous dire c'est sûr, on va faire une manif et on va cramer des machines. Parce qu'en fait, c'est pas vrai, on ne sait pas, tout simplement. Et potentiellement, en fait, on va juste mettre du son et s'éclater sur le camp. Et c'est tout, et ce sera trop bien. Il y a aussi l'idée, je pense, on l'a beaucoup dit hier à l'Assemblée Générale où les journalistes n'étaient pas invités, il y a une idée de valoriser et de souder ensemble les différents modes de lutte. Et c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, si cette lutte elle est aussi forte et aussi emblématique, c'est aussi que les gens résistent de plein de manières différentes. Il y a eu de l'action directe, du désarmement, il y a eu des grandes manifs, il y a eu des recours juridiques, il y a eu des soirées frites, il y a eu des campings, enfin il s'est passé tout un tas de choses. Et du coup là, ce qu'on voit dans ce qu'amènent en fait les gens avec leur volonté, avec leur joie, avec leur force militante aussi, ça parle de banquets paysans un peu partout, ça parle d'aller faire des chantiers pour aider les gens qui sont impactés par l'autoroute, ça parle de se retrouver plus tard, ça parle de faire des rave parties, il y a tout un tas de modalités qui peuvent exister et l'idée c'est vraiment de valoriser et de souder tout ça ensemble parce que c'est ça en fait le soin aux liens qui nous unissent, c'est vraiment le cœur de cette lutte et c'est ça qui nous permet de tenir face à des conditions, on le rappelle, répressives extrêmement violentes, quoi. Et il faut vraiment que vous réalisiez qu'en fait la lutte ne nous appartient pas à les quelques personnes qui organisent cet événement. La lutte elle est vraiment globale et il n'y a pas juste nous et on n'est personne en fait pour imposer forcément tout ce qui va se passer en fait dans un week-end à un ensemble de gens. En fait, tout le monde est légitime à proposer et à organiser des choses et on ne va absolument pas dire à tout le monde en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes obligé de faire ceci. Nous, on fait des propositions et on accueille avec les bras grands ouverts toutes les propositions qui se feront sur le week-end. On est très content de se faire déborder. Ouais, c'est génial. Et là, c'est trop fun. Il y a plein de gens qui ont proposé plein de choses, donc c'est trop bien. Ouais. On va prendre encore quelques questions et après on sera dispo pour des facecam. L'heure tournée, on a beaucoup de choses à faire, du coup on va pas rester avec nous non plus 2 heures. Mais du coup, je sais pas, 3-4 questions et après on arrête. Un appel en décembre ou en novembre, je sais plus. En novembre. Ouais. On peut pas. Je vais laisser mes camarades de La Voix est libre répondre à cette question. Le jugement est favorable à l'autoroute. Est-ce que vous suivrez le mouvement et sous quelle forme en fait? Alors, l'instruction se termine le 14 septembre au soir, à minuit. À partir de là, l'audience sera probablement 15 jours, 3 semaines plus tard, et le jugement encore 15 jours, 3 semaines plus tard. Donc il y a des chances que ça soit avant la fin. Non, septembre. 14 septembre, la clôture de l'instruction, ça c'est la date qui est fixée. Le reste n'est pas fixé, mais c'est annoncé par le parquet. Donc, Par le terme. voilà. Et donc, au mieux, ça sera avant la fin décembre, et au plus large, ça serait plutôt début janvier, mais voilà, ça sera réglé dans ces deux-là. Ce qui veut dire qu'entre autres, ils vont reprendre un chantier déjà pour un temps très court, parce que donc à Tosca, de leur propre aveu, ils ne peuvent pas le reprendre complètement avant septembre, en plus avec la canicule, bon, etc. Il faut préciser aussi parce que les ouvriers ne sont pas là. Et alors, savoir qu'on a beaucoup menti, alors notamment, ils continuent à vendre le fait qu'ils perdent 200 000 € par jour, ce qui est faux, il n'y a aucune activité sur le chantier, il n'y en avait pas. Donc le coût, il n'est pas élevé. Deuxièmement, ils ont dit, voilà, ça met plein d'ouvriers au chômage. Il faut savoir que dans le BTP, il n'y a pas de chômage. Dans ces activités-là, c'est des travailleurs qui viennent de loin et qui repartent sur d'autres chantiers. Ils sont allés ailleurs et la plupart, ils n'ont vraiment pas envie de revenir. On se demande pourquoi. Et apparemment, même à Tosca, on dirait qu'ils ne mettent pas beaucoup de zèle. La volonté, là, c'est le gouvernement qui veut que le chantier continue. Parce que c'est de quel média en fait, camarades journalistes? Là, je suis indépendant beaucoup. Ok, super. Ok. Bon, j'ai répondu à ta question. Non, parce qu'en fait, c'était oui, en partie. Oui, qu'est-ce qu'on ferait? Le fond, c'était de savoir par rapport au mouvement contre l'autoroute, est-ce que vous imaginez si
la justice vous donne tort en décembre. Alors, sur le plan du droit, parce que nous, c'est vrai qu'on est dans la commission juridique, on est plus sur le droit. Sur le plan du droit, de toute façon, ça ira devant le Conseil d'État, en sachant que, alors, il y a toute l'articulation entre la loi de validation, le moment de chaque décision. Si la loi de validation est votée, elle sera votée parce que bon, les deux chambres sont plutôt favorables au gouvernement. Elle ira devant le... ça sera en septembre. C'est reporté en octobre. C'est même octobre. C'est pas inscrit à la session parlementaire ni à l'extension de session parlementaire là, de mi-juillet. Et c'est donc pas avant la reprise de la session ordinaire parlementaire qui a lieu donc en octobre. Donc c'est pas avant octobre. D'une part. Alors d'autre part, effectivement, dès l'instant où la décision sera prise, elle sera contestée devant le Conseil constitutionnel. Dont on peut penser d'une part que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est très favorable au pouvoir en place, puisque la plupart une bonne partie des conseillers et le président ont été nommés par Macron. En même temps, c'est des gens qui sont quand même des constitutionnalistes, malgré tout, et qui sont quand même plus attentifs au droit peut-être que ne pourraient l'être des parlementaires, qui s'asseyent carrément sur le droit d'ailleurs. Donc il y a ça. Alors il faut que la décision intervienne avant le dernier jugement, avant que tout le truc soit jugé, mais ça sera le cas, puisque de toute façon, encore une fois, si on perd, on ira devant le Conseil d'État. Si on gagne, c'est l'État qui ira devant le Conseil d'État, de toute façon. Donc la décision finale, elle n'interviendra pas avant 2 ans, disons. Hein. Oui, le Conseil d'État, c'est au moins 1 an. C'est normal, personne ne comprend rien. Ouais, y compris les juristes. Hein. Ouais, tu m'as coupé la... Est-ce que je peux compléter peut-être? Vas-y. Il y a 2 choses sur le Conseil constitutionnel, enfin sur la loi de validation. Il faut déjà avoir en tête une chose, c'est que la loi de validation, elle dit cette autoroute a une raison impérative d'intérêt public majeur. Elle ne dit pas cette autoroute est légale. Et je ne vais pas faire long, mais en fait, il y a 4, 5, 6 critères d'illégalité de l'autoroute. Donc en fait, il s'attaque juste à celui que les juges ont repris tout en disant c'est tellement évident qu'il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur qu'on ne s'attache même pas aux autres critères de nullité. Donc là, la loi va éventuellement viser à dire qu'il y a ça, et quand bien même, les juges devront l'examiner. C'est le cas, par exemple, pour les énergies renouvelables où il y a une présomption simple de RIPM. Le Conseil d'État dit que ce n'est pas parce qu'il y a présomption que de toute façon vous ne devez pas la démontrer si elle est contestée. Et par ailleurs, vous devez examiner le fait qu'il n'y a pas eu de recherche d'alternative. J'en profite pour dire qu'il y a une alternative ferroviaire et que Carole Delga a menti dans ce qu'elle dit à Jade Lingard dans l'article publié hier. Bien sûr, mais et merci d'avoir recueilli de nouveau ces aberrations puisqu'elles changent à chaque fois de version, de montant et tout ça. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir réussi à la faire parler là-dessus et on y reviendra. Mais c'est un motif fort de nullité devant la Cour d'appel, le fait qu'il existait des alternatives, en particulier ferroviaires. Bon, je ne vais pas faire plus. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que nos plaintes au pénal dont j'ai parlé tout à l'heure, dont les juges d'instruction sont saisis, je ne sais pas si vous savez, mais un juge d'instruction, c'est le magistrat qui a le pouvoir le plus fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était le juge Alphen, qui est allé faire chercher un homme politique en haut d'un sommet dans l'Himalaya, en hélicoptère, une fois, je ne sais plus dans quelle affaire. Ils peuvent, s'ils veulent, les juges d'instruction, prendre toute mesure conservatoire qu'ils estiment nécessaire. Le fait que l'autoroute soit construite sur des kilomètres en zone inondable, où on a des preuves que des bureaux d'études ont transmis des données qui n'ont pas été reprises telles quelles, qui ont été maquillées dans le dossier. Et ça, c'est au moins sur des centaines, plus de 500 mètres, mais on a des éléments qui nous permettent en fait de voir que c'est peut-être sur des kilomètres. Si les juges d'instruction font leur travail, ils peuvent dire que cette autoroute ne doit pas être construite ici parce qu'elle est problématique là, de point de vue là, parce qu'elle met en danger la vie d'autrui, la destruction de biodiversité, le reste. Donc du coup, la bataille est très très loin d'être finie si par extraordinaire, comme disent les juristes, la Cour administrative d'appel devait complètement ignorer le droit de l'environnement. Vous pouvez rappeler le pénal, c'est sur quel motif il y a 44 rapports en manquement administratif. Et il y a 14 actuellement, même plus, je crois qu'il y en a 3. Ça, c'est des rapports en manquement administratif. Il y a maintenant 18 mises en demeure qui n'ont pas été respectées pour la plupart. Et c'est beaucoup sur des questions biodiversité, ça va de non-respect des barrières de crapauds et tout ça. Et les 3 plaintes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont déposées avec constitution de partie civile, c'est faux et usage de faux, mise en danger de la vie d'autrui concernant le risque d'inondation cachée. C'est prise illégale d'intérêt, faux usage de faux avec atteinte ici aux enjeux zones humides, aux enjeux espèces végétales protégées. Et c'est destruction de biodiversité en bande organisée concernant notamment la crème arbre où donc on a eu les aveux du fait que les arbres n'auraient pas dû être coupés. C'est la peine la plus lourde dans le code de l'environnement. Destruction de biodiversité protégée sans autorisation, c'est 3 ans de prison, 150 000 € d'amende. Quand c'est fait en bande organisée, c'est 7 ans de prison, 750 000 € d'amende.
Et des possibilités de faire arrêter le chantier par les juges d'instruction sur ces éléments-là. Pour finir de répondre à votre question, bien sûr, vous comprenez que le plus important pour nous, notamment à la voie libre, c'est le jugement d'appel sur le fond, qui sera sur le fond. Et donc, si par malheur, il nous donnait tort, on irait bien sûr en appel, comme l'a dit Alain, mais c'est une autre, en cassation, pardon, mais c'est une autre phase de la lutte qui s'ouvrira. Pour le moment, nous en sommes dans celle-là, et je redis, pour mener cette lutte, il va falloir des soutiens, encore élargir, et notamment des soutiens, ils veulent nous assécher du point de vue financier, et il faut des soutiens financiers. Oui, pour préciser sur le plan juridique, Alain, on a besoin d'une prise de parole des syndicats. On est un peu long et vous avez 3 quarts d'heure de rush, ça va être immontable, du coup on va essayer de recondenser un peu. On précisera. Il y a un camarade qui va parler pour les sans bitume, parce que c'est un 12 collectifs qui sont très présents et c'est important d'entendre leur parole aussi dans la lutte. Voilà, je pensais qu'ils allaient, je m'excuse, donc je pensais qu'ils allaient être là, mais bon, vu que je fais partie de la coordination des 12 collectifs tarnais sans bitume qui luttent contre l'installation des centrales à bitume, je voulais exprimer le souci d'un nombre très important de citoyens par rapport à la pollution de l'environnement et de leur lieu de vie dans l'installation de ces outils de production d'enrobés bitumeux. Donc aujourd'hui, on sait que nous avons tous besoin de routes, mais on est opposé à l'augmentation de la surface de route en France, qui est le pays européen qui a le plus de surface routière. Et donc, on n'a besoin que d'amélioration et d'entretien. On n'a absolument pas besoin d'augmentation de route. Il y a 3 usines à bitume qui doivent s'installer sur le parcours de la 69. Il y a 3 autres usines à bitume qui sont installées, réparties sur le département, avec des batailles par rapport à des plaintes d'intoxication et des ruisseaux et des personnes avoisinantes. Donc voilà, vous avez 12 collectifs sur le département du Tarn qui luttent contre ces installations de centrales. Merci. Allez, encore une prise de parole. 2 mots. La lutte n'est pas finie et les projets de nos élus de territoire ne sont pas finis. Il y a actuellement un projet de grand contournement de Toulouse qui rejoigne Montauban à Castelnaudary en passant dans le Tarn, sur les petites départementales du Tarn et qui croise la 69 à Puylaurens. Il y a une lutte qui s'est montée contre ce projet qui s'appelle Stop RIR RD 84. Le RIR, c'est le réseau routier interrégional. Donc c'est un projet de contournement. Carole Delga veut que les camions ne passent plus sur le périphérique de Toulouse. Donc le Tarn est l'objet d'un nouveau projet. Donc on sait que ce projet de la 69, c'est pas que la 69. Il y a derrière d'autres projets d'implantation, d'artificialisation. Et comme on vient de le dire très bien, ça suffit le bitume. Voilà. Donc vous pouvez rejoindre, il n'y a pas encore de site internet. Le collectif est né l'année dernière. Et donc éventuellement de poser des questions, envoyer des messages à la Voie est libre, on vous donnera les infos. Voilà. Merci. Et on sera là pour lutter contre ce projet aussi. Ils viennent, ils reviennent, il y a des gens du Pays Basque, il y a des gens de Normandie, il y a des gens de Strasbourg qui sont venus parce que c'est une lutte et un projet des atteintes au droit à l'environnement et des atteintes aux droits de l'homme. On rappelle quand même que Olivier, l'écureuil qui occupait les arbres pour empêcher la rabattage, oui, à 14h, c'est un grand rassemblement festif qui est prévu à l'appel de toutes les organisations qui soutiennent la lutte et du collectif qui organise la fête. Donc on invite les gens à se rassembler pour un rassemblement festif, il y aura de la musique, il y a tout un tas de petits moments symboliques qui sont prévus. Je crois qu'il y a un ventre-glisse qui est prévu, de la danse, tout ça. Enfin c'est ça le programme, c'est de se rassembler et de continuer à souder la lutte contre le projet autoroutier. Vous disiez tout à l'heure, vous n'excluez aucun mode de lutte, chacun est libre de lutter à sa manière? Absolument, chacun lutte à sa manière et du coup il va se passer ce que les gens auront décidé collectivement. Et concernant le risque de troubles à l'ordre public dont parle la préfecture, vous y répondez quoi?
Encore une fois, ce qu'on dit et ce qu'on réaffirme, c'est que le problème, c'est le récit criminalisant et les hommes en uniforme et armés qui tirent sur des défenseurs de l'environnement. C'est ça le problème et c'est ça la violence. En fait, la violence, elle est de deux côtés. Elle est du côté des forces de l'ordre et du récit criminalisant de la préfecture, et elle est du côté de ceux qui imposent un projet d'aménagement qui est inutile, écocidaire, imposé et dont le territoire ne veut pas. Légitime pour défendre l'environnement. Et par rapport à ça, on va avoir la préfecture qui va... Parce qu'on est contre la 69 du coup, pour se rassembler et remettre au cœur de la lutte le soin et la fête, pour recréer des liens entre les militants et les habitants du territoire qui ont beaucoup subi la répression, et les travaux qui ont vu leur territoire d'enfance, là où ils ont grandi, là où ils ont leur famille, être absolument défigurés avec des machines qui détruisent complètement les paysages. Et donc on voulait remettre vraiment le soin, rappeler qu'on est tous ensemble, qu'on est toujours là, mobilisés contre cette autoroute qui, on le rappelle, est écocidaire, qui détruit complètement l'environnement, qui empire la crise climatique, qui est complètement injuste socialement. Personne ne pourra payer ce péage qui ne cesse d'augmenter. À la base, on nous avait dit un péage à 17 €. Aujourd'hui, on sait que ça va monter à 22 €. Qui pourra se payer un péage à 22 € l'aller-retour? Et puis surtout, c'est une autoroute qui est imposée avec des passages en force au niveau de la préfecture, au niveau des tribunaux et au niveau du Sénat. Historiquement, on l'a vu sur toutes les luttes en fait, que pour gagner il faut mettre en place tous les modes d'action possibles, et en fait parce que aussi ça permet à tout le monde d'avoir sa place sur la lutte, parce qu'on n'est pas forcément tous à l'aise avec tous les modes d'action et on n'est pas tous aussi compétents dans tout. Il y a des personnes qui sont très forts face cam, il y en a qui sont très forts dans l'ombre, donc il faut absolument permettre à tout le monde d'être présent dans la lutte. C'est aussi pour ça que on souhaite encourager tous les modes d'action, et puis aussi parce qu'ils sont complètement complémentaires, malgré les envies de dire ah, il n'y a que les manifestations qu'il faut faire, alors qu'en fait les manifestations c'est chouette, mais aujourd'hui avec une violence policière qui est énorme, ça sert plus à rien une manifestation. Quand on se rassemble, en fait on se fait juste casser la gueule, désolé pour l'expression, mais c'est ce qui se passe, on se fait juste casser la gueule par les forces de l'ordre, peu importe ce qu'on fait, peu importe si c'est une manifestation qui est complètement pacifique ou une manifestation qui a un but de désarmement. Le feu. Nous en fait on a la voiture avec nous. Ouais, j'ai pas pensé à cette partie. Ces affaires-là, on n'a pas constaté que c'est de bonnes affaires. Coucou, excuse-moi de t'interrompre, le repas est servi. Vous avez demandé ou pas? Ouais, justement, j'ai demandé. Attendez, la compte c'est... Là tout à l'heure, du fait l'assemblée, il y a des personnes, ils sont là, ouais, on fout quand c'est des plans proches, mais en fait ils sont quand même toujours dans une posture hier. Cette fois, ils arrêtent, je pense, les fourgons, tu vois. Pas que le tour de... Ah non, on s'est dit, on va essayer de ramener la presse et de faire un tour d'image, on jarte tout le monde. Il y a un gars qui fait la pause là-bas. On va voir si on a plus L'entrée peut-être. L'entrée, bah du coup il faudra la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est pour moi. Trop bien. Ils font leur pub. C'est génial. C'est un petit... Vous pouvez réapparaître, la presse arrête de filmer le château et les stands. Maintenant on va filmer l'accueil. C'est très désert.
il n'y a plus personne là. Mais... On va bien. Attention, il y a les canons secondes avant de traverser si vous voulez pas être filmé. Ah, pardon. C'est bon l'accueil. Merci beaucoup à vous, c'est trop chouette. Entrez direct là. Alpha, derrière le Duster. Merci monsieur. La négo, c'est au dernier arbre. On verra si on arrive à reculer jusqu'au dernier arbre, on n'est pas loin non plus. C'est bon? Attends. J'entends un peu comme une batucada qui arriverait. Oui. Peut-être dès qu'ils arrivent, on peut danser un tout petit peu et ramener tout le monde devant. Je vais commencer à expliquer des trucs sur la presse parce que on a besoin de gérer ça collectivement. Ouais, carrément, Ok, donc il y a plein de presse qui est là parce qu'apparemment une fête dans un château, ça donne à tout le monde envie de venir. On sait aussi qu'on a plein de camarades qui sont un peu stressés avec les caméras et c'est normal parce que les caméras ça nous expose beaucoup à la répression. À part quand on a fait la presse toute la journée, qu'on a notre gueule dans tous les médias, mais ça c'est un choix personnel, vous voyez. Du coup, nos amis de la presse là, ils ont un petit carré presse qui leur est réservé. Ils vont filmer par ici pendant les prises de parole et quand il y aura les batucadas qui jouent parce que les batucadas elles sont d'accord. Nos amis de la presse ils sont un peu tristes parce qu'ils auraient bien aimé montrer qu'il y a plein de gens et tout ça. Mais il y a aussi des amis ici qui sont pas du tout d'accord avec le fait d'être filmés. Du coup, il faut qu'on fasse une forme de demande collective. Est-ce que par exemple les gens qui s'en foutent un peu d'être sur des images, s'ils vont un peu plus de ce côté, est-ce que la presse elle peut filmer genre vos pieds, vos genoux en train de danser, tout ça? Ou est-ce que plutôt on dit niet, niet, niet? C'est, je sais pas trop comment on peut faire les prises de température parce qu'on est beaucoup.
Mais si par exemple... Est-ce que si les gens qui s'en foutent un peu d'être sur des images, ils vont là et que les autres ils vont là-bas, ça marche? Pas mal, c'est pas mal. Ok. Du coup, le truc, c'est qu'il y a, je le redis encore une fois, les gens sont très il y a plein de gens qui sont très mal à l'aise d'être filmés et on va leur proposer de se mettre plutôt de ce côté pour s'éloigner au max des caméras. Les gens de la presse, ils sont briefés de filmer dans ce sens et ils demandent s'ils ont le droit de filmer genre les pieds des gens en train de danser, ce genre de truc, là plutôt dans cette partie. Est-ce que ça, c'est un truc avec lequel on peut être d'accord collectivement ? Vous êtes des cracks, c'est génial, merci beaucoup, hein. C'est pas facile à gérer les trucs de tout le monde. Bah, c'est super, et bah du coup vous avez compris la presse ? Est-ce que tout le monde est satisfait ? Le deuxième truc, c'est que quand on aura fini les prises de parole et nanana machin, on va emmener la presse filmer ces stands-là, où les gens ils s'en foutent un peu d'être filmés, pour que la presse puisse avoir des images, et après on va gentiment les raccompagner dehors, pour qu'on puisse faire la fête entre nous. S'il y a des gens qui ont envie de parler à la presse, de faire des interviews, de raconter pourquoi on est là, pourquoi l'autoroute c'est nul et tout, on est super bienvenus à le faire dehors, devant le portail du château. N'hésitez vraiment pas, hein. Il y a une diversité de modes d'action dans cette lutte et c'est super cool que ça soit représenté dans les médias. Il y a un deuxième truc, mais ça c'est plutôt pour nous. Il y a un moment où l'orga, elle propose de prendre une photo de là-haut en floutant les visages pour qu'on montre qu'on est plein et que c'est trop bien cette fête. Les visages seront floutés quoi qu'il se passe, mais je vous préviens, histoire qu'on s'inquiète pas si jamais on voit une caméra apparaître. Ça va tout le monde ? Bah, je meuble un peu parce que les camarades ils doivent arriver, mais merci à tout le monde d'être là, c'est une victoire énorme qu'on soit arrivé déjà et qu'on ait réussi à laisser passer la batucada et qu'on se rassemble malgré nos amis en uniforme. Vous assurez, c'est génial. La fanfare, ça va être le moment de venir devant ? La fanfare arrive. Va falloir leur faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils ont traversé tout comme nous, les contrôles et les trucs abusifs trop chiants des flics. Merci la fanfare.
aussi nombreux, c'est incroyable, c'est fou, regardez-nous. Toujours aussi nombreuses. D'abord, je voudrais remercier, on voudrait remercier, pas du tout on voudrait remercier le château de Morins-Coponce de nous accueillir ici, dans ce cadre incroyable, pour faire la fête tous ensemble, pour se réunir. C'est fou, c'est trop bien. Du coup, pour le moment là qu'on va vous proposer, on aimerait avoir un moment en 3 temps. D'abord, on va faire un peu des prises de parole, voilà, pour vous raconter un peu. D'abord, on va parler de soins, du soin qu'on se fait entre nous, et là, sur cette lutte. Ensuite, on va parler de pourquoi on est contre cette autoroute. Voilà, basique, mais important. Et puis, ensuite, il y a des gens qui vont nous raconter la lutte et l'histoire de la lutte. Voilà. Et puis, on vous dira pourquoi la turboteuf, pourquoi elle a été imaginée comme ça, pourquoi ce format-là. Et ensuite, on va proposer un petit atelier pour se dégourdir les jambes un peu, pour aller s'amuser un peu tous ensemble. Ça, c'est le 2e temps. Et le 3e temps, c'est laisser la place, justement, au récit de l'Assemblée Générale d'auto-organisation qui a eu lieu hier en fin d'après-midi, pour nous raconter ce qu'elles ont voulu faire, justement, pour la suite de l'après-midi. Depuis le départ, on était vraiment très enthousiastes à l'idée, quand on s'est créé, que cette lutte ne nous appartienne pas, qu'elle fasse rhizome, qu'elle se déploie de toutes sortes de manières. C'est le cas depuis plusieurs mois, plusieurs années même, au final, depuis le temps. La Voix est libre a repris le flambeau de plein de luttes qui existaient déjà bien auparavant. Ça fait quand même 30 ans qu'on parle de ce sujet. Pourquoi on ne veut pas cet A69? Parce que pour nous, c'est absolument pas ce n'est absolument pas souhaitable pour un territoire d'être balafré de cette manière. On travaille depuis aussi de nombreux mois sur la manière dont un territoire peut se développer hors logique capitaliste, on va le dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les autoroutes, si elles sont construites, c'est avant tout pour les marchandises et non pas pour les habitants. Donc nous, c'est surtout ça qu'on essaye de dire aujourd'hui. C'est que, voilà, nous, là, entre le point A et le point B, c'est-à-dire entre Castres et Toulouse, il y a un territoire qui mérite de vivre en tant que tel, sans subir la pression économique des grands groupes internationaux, bien sûr. Et voilà, nous, ce qu'on va amener aussi prochainement, et depuis là aussi quelques mois, c'est travailler avec les habitants, se poser la question, c'est quoi un territoire? C'est quoi pour nous vivre sur un territoire en dehors de cette balafre qui est là, mais qu'on va pouvoir questionner et puis qui sera peut-être source de créativité aussi par rapport aux années à venir. Donc bien évidemment, l'autoroute ne se fera pas. Il y a l'échéance du mois de novembre, le recours sur le fond qui va être jugé. Il faut être alerté aussi sur le fait que la manière dont se passe l'aspect juridique pose la question de la séparation des pouvoirs. C'est quand même extrêmement grave. Ça ne concerne pas que la 69, ça concerne bien plus largement le pouvoir tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, je pense. Voilà, c'est un peu improvisé, excusez-moi. Coucou tout le monde, on va essayer de ne pas avoir la voix trop vacillante face au stress. Nous, notre petite mission, c'est de remonter un peu la lutte et de se demander qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui et d'où ça vient. Alors on pourrait repartir aux sombres années 90, les magouilles de la mafia locale, Pierre Fabre, le facho Carayon qui est à Lavore, et puis tant d'autres. Mais on va repartir un peu plus récemment avec la phase d'accélération de la lutte, ces quelques dernières années, et on va essayer de balayer un peu toutes les différentes techniques d'action qu'on a mises en place pour essayer d'entraver ce projet et pour aboutir aujourd'hui à la turboteuf. Du coup, la lutte, elle s'est... Moi, je m'excuse parce que je vais avoir la voix vacillante à cause de grave la fatigue, mais je ne suis pas la seule. Du coup, je reviens sur plutôt les 3-4 dernières années.
Le collectif qui a mené la lutte dès le début, c'est le collectif d'habitants, donc c'est LVEL, dont nous a parlé Aline. Et ce collectif, c'est un collectif qui a toujours agi avec plein d'humour, plein d'enthousiasme. Au tout début, quand le début des travaux s'approchait vers 2021-2022, ils ont recommencé à faire plein de sensibilisation, des petites vidéos marrantes, à cibler les politiques, cibler la mafia à 69. Ils n'arrêtent pas encore aujourd'hui de faire ce travail de démonter tout ce montage politique, et c'est grâce à leur travail aujourd'hui qu'on peut dire, en fait, personne aujourd'hui, aucun politique même peut avoir un propos qui soit cohérent pour l'autoroute. On sait comment les démonter grâce à LVL aussi, et c'est aussi eux qui ont lancé un peu cette lutte avec leur enthousiasme et voilà. La Voie est libre avec tant d'autres collectifs, Attaque, Lupnet, le GNSA, les Amis de la Terre et tant d'autres associations ont aussi mené une vaste bataille juridique sur laquelle on va revenir plus tard, mais qui a été absolument déterminante. C'est celle qui nous a permis d'obtenir une pause des chantiers et donc un échec magistral des pros à 69 qui pensaient tout bétonner sans entrave. Et là, 3 mois de sursis, qui parmi nous qui sommes par ici n'avons pas marché sur les chantiers une fois que tout était arrêté? Quel plaisir de voir que le bruit s'arrête, les fumées s'arrêtent, les poussières s'arrêtent, et puis que chaque jour, quand on rentre du travail, quand on va en réunion pour lutter, eh bien on voit pas une nouvelle construction sur la route. C'était un vrai sursis et une vraie respiration, et qui nous a permis d'engager la suite. Et un des modes d'action qui s'est beaucoup exprimé du coup dans ces 3-4 ans, c'est évidemment l'occupation, que ce soit des arbres ou du sol, et tout d'abord des arbres, parce que c'est vrai, dès les premiers abattages en mars 2023, les premiers arbres coupés le 8 mars, il y a des gens qui grimpent dedans. Dès le début, les hélicos, ils étaient déjà là en mars 2023 parce qu'il y avait déjà des gens dans les arbres. Et ce mode d'action, il s'est développé, il a été hyper médiatisé par la lutte à 69. Bien sûr que c'était un mode d'action qui existait déjà avant, mais il s'est développé, on a établi des nouvelles stratégies. Il y a des gens qui ont tenu 20, 30, 40 jours dans les arbres. Et à la fin, en novembre dernier, en 2024, les flics savaient tellement plus comment déloger les gens qu'ils ont fini par enterrer les arbres pour pouvoir monter jusqu'à LE, au verger. Et ce mode d'action, c'était un mode d'occupation qui était évidemment aussi porté par le sol, au début par les localos et puis après par les ZAD avec plus d'autogestion. Mais Par rapport aux ZAD, on sait qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont venus sur les ZAD. C'était une opportunité formidable d'avoir un ancrage local, un endroit où arriver pour lutter. On sait que la 69, c'est une lutte qui parle à beaucoup de gens partout en France. Et ici, dans le Tarn, on était en prise concrètement contre les chantiers. On pouvait occuper, on voyait concrètement chaque jour qu'on était au milieu des chantiers et que les pelleteuses ne pouvaient pas avancer. Et oui, elles ont fini par arriver, mais combien de temps, combien de sursis on a pu obtenir? La Crémarbre, 39 jours de siège. Il y a des personnes qui ont tenu 39 jours assiégés, jour et nuit. Jour et nuit, les flics les harcelaient, les lumières stroboscopiques, l'essence versée au pied des arbres et le mépris de tous les institutionnels qui les traitaient d'éco-terroristes. Et au final, qu'est-ce que ça a permis d'obtenir? Un sursis de 6 mois. 6 mois avec une formidable alliance, avec une bataille juridique. Et tout ça, la ZAD, elle est allée beaucoup plus loin que le sujet de la 69. Elle a pu porter haut et fort des valeurs contre le capitalisme, contre les oppressions. On a cherché l'inclusivité autant que possible. Et on a lutté, franchement, dans la douleur de partout. Mais on a tenu bon pendant plus d'un an. Ils fermaient une ZAD, on en réouvrait et on continuait. Et cette formidable résilience, elle a été permise uniquement parce qu'on était ensemble, on tenait bon et on savait que notre cap politique, il valait le coup, quoi. Du coup, encore un autre mode d'action, c'est bien sûr les manifestations de masse. Donc il y en a eu 4 majeures depuis 2023. Donc la première, c'était sortie de route en avril 2023, on s'est bien éclaté. Après, il y a eu évidemment octobre 2023, No Macadam, puis la manif contre le bitume, puis roue libre. Et en fait, à chaque manifestation, on est monté d'un cran, ou manifestation de masse, on est monté d'un cran dans l'intensité qu'on voulait donner à la lutte. Et déjà, à la deuxième manifestation, qui était No Macadam, on a pu démarrer la dynamique des ZAD avec cette manifestation-là. Ouais, les drapeaux, vous êtes pile poil dans le champ de la caméra. Il y a plein d'autres endroits. Ok.
Donc on va prendre la suite. Ça, on ne doit pas le dire trop fort. Mais sur la lutte, il y a eu plus de 20 engins cramés. Des ouvrages entiers qui ont pris feu par des merveilleux coups de vent. Ou alors par des incendies. Encore récemment, il y a eu des incendies. Le chantier, il n'est jamais vraiment en dormance. La menace contre les engins et contre les ouvrages, elle est toujours là. Et qui se rappelle de cette période en 2024 où toutes les semaines, il y avait un engin qui cramait. Et quand il y a quelqu'un qui arrivait qui nous disait, vous savez qu'il y a une machine qui brûlait, on se demandait, mais quelle est la nouvelle ville, quel est le nouvel chantier qui a été pris pour cible. Et ce moment-là, et cette dynamique de lutte, elle était cruciale, et dans le Tarn, et partout en France, où il y a des gens qui ont soutenu la lutte contre la 69 et qui ont cramé des machines NGE chez eux et elles. Et ça, c'est formidable, cette pression qu'on a pu mener partout, ici et ailleurs. Et du coup, malgré toute cette diversité, malgré tous ces modes d'action, évidemment, aucun mode d'action n'a pu être décisif. Et même si ce mode cet ensemble d'actions, il a permis plein de trucs. Déjà, il a permis de nous rencontrer, de créer du réseau et tout. Bah, aujourd'hui, le territoire, il est défoncé et on ne sait plus trop quoi faire. Et ça nous déprime grave des fois de nous balader sur le tracé et les locaux aussi. Mais on a toujours envie de lutter et c'est pour ça qu'on a organisé cet événement. Et il y a quand même un truc qu'on essaie de se dire et qu'on aimerait affirmer haut et fort, c'est qu'on pense quand même qu'aujourd'hui, les décideuses, les politiques, ils ne peuvent pas réfléchir à faire un projet routier ou un autre projet de merde sans penser à la 69, sans penser à tout ce qui s'est passé ici et d'autres coins en France. Et ça, c'est quand même un peu une victoire pour nous. Plus jamais d'A 69, ni ici, ni nulle part ailleurs. Ok. Donc, bonjour, merci beaucoup d'être là. Et puis du coup, je redis moi un grand merci au château, à Bernardin Grando, l'association pour la naissance du château, qui a accepté in extremis d'accueillir ce rassemblement avec toutes les pressions qu'il y a eu, avec le fait que son nom a été affiché parmi les noms de 9 autres personnes sur une liste, sur un rond-point, en le désignant comme supposément accueillant des voyous, alors que ici, et c'est ce qu'on a dit et qu'on va redire, c'est que les voyous en col blanc, ils sont là-bas, et que c'est eux qui ont mis en place cette autoroute qui est illégale, qui a été jugée illégale, qui reste illégale jusqu'à, pour l'instant, et jusqu'à la décision de la Cour administrative d'appel. Il faut bien avoir en tête que le jugement reste d'une illégalité de cette autoroute. Et donc ça a été dit, c'est un des éléments. Elle est aussi illégitime, elle est inacceptable, elle est considérée antidémocratique et tout ce qu'on veut. Et elle est tout ça à la fois. Mais c'est aussi par cette action juridique qu'on a réussi à faire cesser le chantier. Alors une première fois l'an dernier, j'aimerais y faire référence parce que c'est intéressant. Pendant plusieurs jours en mars, grâce à l'arrivée d'une mésange bleue sur la Crémarbre, observée par des écureuils, identifiés par des naturalistes des terres, des scientifiques qui ont permis de démontrer, de prouver que c'était un cas de nidification, avec des parlementaires qui, en commission d'enquête parlementaire sur la 69, ont pu faire dire au DREAL, au directeur régional, qu'ils n'avaient pas le droit de couper les arbres, alors qu'avant ils avaient dit le contraire, et une plainte au pénal qu'on a déposée avec le fait que des forces de l'ordre étaient en train de tirer des lacrymos pour empêcher des zadistes d'amener de la nourriture aux écureuils, des lacrymos en direction de l'arbre dans lequel il y avait un nid de mésange bleu. Et c'est ça qui avait permis qu'on arrête la coupe d'arbres à ce moment-là, qui illustrait comment la complémentarité des actions fonctionnait. Malheureusement, ces arbres ont été coupés en septembre. Donc du coup, ça montre bien que c'est jamais gagné et qu'il faut rester mobilisé, d'où l'enjeu aujourd'hui. Même si l'autoroute est illégale, de continuer, avec du coup, concrètement, une autoroute qui est illégale, une cour administrative d'appel qui dit... On remet pas, à ce stade, ils n'ont pas remis en cause le jugement d'illégalité. Donc l'autoroute est jugée illégale et on autorise la reprise des travaux si Atosca veut reprendre les travaux. Donc on a quand même une justice là qui dit un truc juste hallucinant, c'est qu'ils peuvent reprendre des travaux d'une autoroute illégale. Donc ça passe pas, ça passera pas, on va rester mobilisé. Et on a besoin en même temps de cette unité, de cette complémentarité des modes d'action pour que la justice ne se défile pas et pour que la seule décision qui puisse être prise, s'il y existe encore un état de droit démocratique dans ce pays et si le code de l'environnement est appliqué, qui est que la Cour administrative d'appel doit nécessairement confirmer le jugement des juges de première instance qui était clair, net, bien rédigé, sans appel en réalité, et sachant qu'en plus ils attaquent sur un des critères qui est l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur, mais on a 6 ou 7 autres critères en fait pour annuler, faire annuler, reconnaître illégal, dont la non-recherche d'alternative, en particulier sur le fait qu'il existe et qu'il existait une alternative ferroviaire. Et juste du coup, dans ce dossier, on a quand même une menteuse en chef,
Carole Delga, qui ment et qui rement, qui a encore menti hier en répondant à Mediapart, en racontant des salades à tout le monde et en essayant de justifier pourquoi elle préfère une autoroute complètement écocidaire, on l'a dit, plutôt que de défendre réellement les transports en commun, dont elle a pourtant la charge et qui ne coûteraient pas du tout les montants qu'elle raconte, avec des solutions techniques qu'elle invente qui sont complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est une chose. Et puis on a un autre énorme menteur, qui est le député de la circonscription, Jean Terlier, qui se trouve annoncé depuis des jours que soi-disant nous appelons à la violence, soi-disant tout ce que vous avez entendu, on dirait que c'est ce qu'il souhaite. Et il souhaite probablement ça parce que ce monsieur, nous l'avons mis en cause dans une plainte pénale pour prise illégale d'intérêt, sachant qu'il est avocat et qu'alors qu'il était déjà député, il était encore membre du cabinet d'avocats La Clé des Champs qui défendait tout un tas d'agriculteurs sur le terrain, dont le maire de la commune, auprès duquel le tracé initialement devait passer et qui finalement ne s'est plus trop retrouvé à passer près de sa ferme, mais auprès du château, sans respecter les distances aux monuments historiques, sans respecter les zones humides, la nappe phréatique, et donc du coup avec un impact sur le bois humide, avec un impact sur les prairies adjacentes de Rome, qui sont une espèce de plante rare et menacée et protégée, dont l'Office français de la biodiversité nous dit qu'on ne peut pas le détruire, que c'est juste irremplaçable, mais en asséchant, parce qu'il passe trop près du domaine, il risque de détruire ces prairies-là. Donc on a déposé une plainte avec constitution de partie civile, c'est entre les mains de la juge d'instruction de Castres, parce que ce qui nous a mis particulièrement la puce à l'oreille, c'est que lorsque du coup l'architecte des bâtiments de France a été convoqué à la commission d'enquête parlementaire, Jean Terlier, député de la circonscription, ancien avocat des personnes concernées, donc conflit d'intérêt plus, a refusé l'audition de l'architecte des bâtiments de France pour lui demander pourquoi le tracé avait été accepté ici alors que l'architecte des bâtiments de France y était opposé. Bref, donc là, clairement, monsieur Terlier a quelque chose à cacher. Et on pourrait se demander si le fait qu'il ait mis toute cette énergie pour essayer de nous décrédibiliser, de tout faire pour que le rassemblement n'ait pas lieu, c'est qu'il n'avait pas envie qu'aujourd'hui on soit là et qu'on puisse dire ça à tout le monde ici, qu'on puisse le dire aux médias, parce qu'il a clairement des choses probablement à se cacher. Et en tout cas, il y a clairement des gens qui ont fait en sorte que cette autoroute, dont tout le monde sait qu'elle est illégale depuis le début, illégitime, écocidaire, on l'a dit, qu'elle arrive à être mise en œuvre au moins à 40% comme c'est le cas aujourd'hui, c'est tous les dysfonctionnements de ce système qui ne vont pas, de cet autre monde dont nous ne voulons plus, avec l'enjeu et la nécessité de travailler à une autre voie. Voilà ce que je voulais dire essentiellement. Et donc du coup, on attend de la Cour administrative d'appel que clairement elle confirme l'illégalité. On attend du Conseil constitutionnel qui balaye la loi de validation. Et puis, mais ça ne fonctionnera pas tout seul, ça a été dit. Il y a absolument besoin qu'on reste très fortement mobilisé et qu'on porte une autre voie avec la nécessité de développer le ferroviaire, les transports en commun et un territoire qui revit. Du coup, je vais vous parler des intentions qu'on a eues pour cette turbo-teuf. Du coup, comme on l'a déjà dit, dans cette lutte, on a tout essayé. On a marché, on a crié, on a chanté, on a désarmé, on a sensibilisé, on a rigolé, on a fait du soin, on a composé ensemble. Et puis là, on est là aujourd'hui. Quand il y a eu l'annulation du projet, on s'est dit, putain, trop bien. On a envie de faire la fête, là. On a vraiment envie de faire la fête tous ensemble. Là, on a envie de se retrouver, on a envie de faire du soin, de faire la teuf. Puis, il y a eu la reprise. Et puis là, on s'est dit, bon, on a quand même envie de garder l'esprit de la teuf, parce qu'en vrai, on en a envie, on en a besoin. L'esprit du soin. Mais on a envie de montrer, encore, qu'on est opposé massivement à ce projet, tous ensemble. Alors, on s'est questionné. Et puis on s'est dit qu'on n'avait pas envie de refaire un format de manifestation comme c'est déjà passé les dernières fois. Parce que en vrai déjà, on ne sait plus trop quoi faire. Je crois qu'il y a un peu de ça. Et puis aussi parce que les dernières fois, faut se l'avouer, ça n'a pas vraiment très bien fonctionné. Il y avait la répression, mais il y avait aussi une orga très verticale qui manquait de clarté, et qui empêchait aussi à chacune de s'approprier la manif et d'être ensemble. Du coup, on a voulu proposer autre chose cette fois-là, et on a voulu proposer des supports. Du coup, déjà, on a essayé de proposer un camp pour faire la fête. Et j'ai l'impression que c'est plutôt bien réussi. Parce que franchement, hier soir, c'était le feu de ouf. Trop bien, merci beaucoup, merci les artistes. C'était une dinguerie de voir tout le monde danser ensemble comme ça faisait tellement du bien.
Et puis on a essayé de proposer le format de l'Assemblée Générale autogérée. Et franchement, bah, ça aussi c'était une dinguerie. Genre on était plus de 300 à discuter ensemble et à essayer de voir qu'est-ce qu'on avait envie de faire et comment on a envie de le faire. Mais c'est pas moi qui vais vous le raconter. Voilà, petit teasing pour la suite. Parce que d'abord, on avait envie de vous proposer du coup une petite activité à faire ensemble. Et ensuite, on va revenir ici, se reposer tous ensemble. Et il y aura un récit de cette Assemblée Générale, de qu'est-ce qui s'est dit et de qu'est-ce qui s'est décidé aussi pour la suite de l'après-midi. Et puis, bah, je vais pas vous spoiler, mais quand même un peu, j'ai l'impression qu'on est toujours tous autant motivés à faire masse contre ce projet. Hein. Du coup, merci à tout le monde d'être ici. Là, on va prendre une petite pause et on vous invite en fait à prendre un stylo, un feutre. Et ici, juste en bas, on ne les voit pas parce qu'elles sont couchées, mais il y a des énormes lettres avec écrit A69 barré. Et on vous invite à prendre vos feutres et venir écrire un mot contre la 69, quelque chose qui vous tient à cœur pour exprimer votre colère sur ce panneau. Et du coup, on se donne un petit temps pour faire ça, un petit 5 minutes, et après, je vais pouvoir faire un récit de cette AG. Cette fameuse assemblée d'auto-organisation qui nous a permis à toutes et tous en fait, de penser ensemble et de pouvoir prolonger le week-end et créer un nouveau programme, mais également penser le temps plus long sur la suite. Donc là, on vous invite à faire ça pendant les 5 prochaines minutes et on se retrouve tout de suite après pour le récit de l'AG et la suite.
Ok, pour le second temps qu'on va passer ensemble, ici on va faire un petit peu un récit aux places, vous installez. On a tout essayé sur cette lutte et on se demande est-ce qu'on peut encore faire des choses pour espérer gagner. Comment ça s'est déroulé? Les personnes sont arrivées sous le chapiteau, on a commencé à exposer un peu l'historique et de la situation actuelle, puis on a proposé à toutes les personnes de mettre leurs idées sur un post-it. Ces post-it, on les a classés en différentes catégories. Si c'était pendant le week-end, après le week-end, sur le temps long, que ce soit maintenant ou jusqu'à novembre. Et donc ça a donné, il y a eu un fourmillement d'idées. Il y a eu une émulsion collective, c'était assez impressionnant. On va récupérer tous ces post-it et ensuite on a fait ce qu'on appelait des patates. Et donc on a pu disposer plusieurs groupes. Il y avait au total 11 groupes avec différentes initiatives, comme un groupe qui réfléchissait par exemple à l'action décentralisée pour plus tard, un groupe qui réfléchissait à l'action directe de masse, et toutes sortes de choses de ça, des formations pour le soin, des formations aussi sur de la connaissance militante. Et tout ça, ça a été assez exceptionnel parce qu'on a eu plein d'idées, les personnes étaient super enjouées à participer à cet AG, et ça nous a donné un nouveau programme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est disponible sur Telegram, il a été affiché un petit peu dans le camp. Ça a donné lieu à un nouveau programme. On avait volontairement laissé place dans la programmation pour qu'il y ait des nouvelles choses qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu par exemple une balade naturaliste, on a eu des groupes de discussion contre la mafia 69 qui derrière projettent de s'organiser ensemble. On a eu des ateliers d'artivisme pour faire des banderoles, des échanges sur différentes ressources militantes. On a fait des ateliers de chant, de fanfare, il y a ce rassemblement. Et enfin, toutes sortes de choses là à venir dans les temps de ce week-end et même sur le temps plus long. Dès demain, pareil, il y a des débats mouvants, des ateliers naturalistes et un foot populaire. Si vous voulez jouer au foot demain à 11 h, vous pouvez vous inscrire par équipe de 5, ça va être super. Du coup, pourquoi cet AG? En fait, c'était quelque chose d'assez nouveau quand même sur ce style de mobilisation. On est sur un camp, d'habitude on a une manifestation qui est annoncée où là tout le monde converge pour ce moment-là. Ici on a choisi un rassemblement à ce moment, mais on a voulu quand même laisser la place pour que l'Assemblée soit aussi décisionnaire un peu de ce week-end et puisse permettre de faire émerger de nouvelles choses. Et donc c'est un pari qui a été testé cette fois-ci sur cette lutte et même c'était assez quand même... Vraiment, il y a une vraie émulsion collective, une envie de faire et on espère que ça fera date pour les prochaines mobilisations et que ça inspirera plein de personnes à essayer de pousser ce mode d'organisation pour pousser plus d'horizontalité et se permettre de passer à l'action tous ensemble. Sans plus attendre, du coup, vous avez vu, du coup, cet AG a été décisionnaire et a reformulé un programme qui est bien fourni d'ailleurs. Et là, on va pouvoir aussi avoir une proposition de cette assemblée, une dernière proposition pour maintenant, juste après. Ok, du coup, dans le groupe des gens qui voulaient faire des actions... Pardon, ok. On m'entend bien là? Ok, trop bien. Dans le groupe des gens qui voulaient faire des actions massives ce week-end, on s'est dit que ce serait trop chouette de faire un truc genre là, maintenant. Du coup, on a pris la décision de manière horizontale et on a auto-organisé du coup le carnaval des possibles. Donc c'est une déambulation qui a pour but de faire la teuf et pas uniquement sur le camp, mais de bien sortir pour pas se cantonner ici. Et du coup, pour ça, on va vous donner plus d'infos, mais on vous donne rendez-vous ici à 17 h pour partir avec vos meilleures tenues colorées, vos meilleures tenues sleigh, mais aussi des pantalons et des chaussures fermées. L'objectif pour que cette grosse teuf soit de partout, on va demander à ce qu'il n'y ait aucune confrontation. Le but avant tout, c'est le soin, et ça c'est vraiment le primordial. Mais évidemment, les flics ne sont pas du tout de notre côté et donc on s'attend à une répression. Donc on demande à tous d'avoir des sérums filles, d'avoir des masques FFP2 ou bien encore des tissus mouillés en cas de lacrymo. Petite recommandation à toutes les personnes qui auront mis la crème solaire,
La crème solaire provoque des brûlures en contact avec les lacrymos. Voilà. Les gestes en cas de lacrymo, ce sera de faire des binômes, de rester calme et de reculer sans courir. Et en cas de possibilité de garde à vue, il y aura un brief juridique juste après et vous avez le numéro de la base arrière juridique. Voilà. Pour les besoins de cette petite manif, on a besoin de personnes pour porter des banderoles, des pancartes. Et si jamais vous avez emmené des bombes pour taguer, c'est les bienvenus. Il y aura des signes pour la décision collective qui sont... Ou bien... Du coup, parce que les personnes qui porteront les mégaphones, c'est pas des gens qui sont là pour décider ce que les gens vont faire. Les personnes voudraient que ce soit assez collectif, les décisions. Et du coup, parfois, elles vont poser des questions, il faudra être attentif. Donc, il faut faire un signe pour dire oui, c'est ça. Et un signe pour dire non, c'est ça. On a également besoin de bénévoles pour s'occuper du camp pendant l'absence de toutes les personnes. Et également si des personnes préfèrent rester, se reposer, tout ça. Et la table ronde sur le soin. À 17h. Ouais. Du coup, avant de passer au petit brief juridique, on voulait préciser que on n'a pas forcément énormément d'attentes de ce carnaval des possibles, parce que en fait, on sait qu'il y a une répression énorme, que ça a été organisé en moins de 24 heures, ça a commencé hier à l'AG et c'était très ouvert, très horizontal. Donc, on s'attend bien sûr à ce que les flics nous mettent des bâtons dans les roues comme toujours. Si c'est le cas, c'est pas grave, on n'est pas là pour forcer et le passage. On est là vraiment pour s'amuser, faire la teuf et pour rebondir sur la situation et éviter de se faire bolos par les flics si jamais ils veulent vraiment pas qu'on passe. Du coup, voilà. Et du coup, on va faire un petit brief juridique aussi. Ouais. Le petit brief juridique, je préviens, ça peut éventuellement faire peur, parce que en fait, peut-être que tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de finir en garde à vue, mais on fait ça vraiment juste par précaution, parce qu'on préfère que les gens ils soient un minimum formés avant de partir, et aussi juste parce que dans notre vie militante, ça peut être utile à beaucoup de moments, même quand on s'y attend pas. Du coup, voilà. Alors, si jamais vous êtes embarqué par la police, si jamais vous faites embarquer par la police, vous pouvez faire une garde à vue soit de 24 heures, soit de 48 heures. Et après avoir fait 24 heures ou bien 48 heures, vous pouvez potentiellement être déféré au tribunal. On n'espère pas, hein, mais voilà, c'est une possibilité. Et à ce moment-là, bien sûr, pendant votre garde à vue et au tribunal, vous pourrez voir votre avocate qui est écrit ici. C'est Océane Cholet, donc je vous invite vraiment tous à le noter sur votre bras ou à bien retenir dans votre tête. Mais du coup, si jamais vous passez en comparution immédiate, il faut dire que vous refusez la comparution immédiate pour dire « je demande plus de temps pour préparer ma défense ». C'est juste pour dire qu'on ne veut pas de justice expéditive et voilà. À part ça, du coup, en garde à vue, vous avez 5 droits. Vous avez le droit d'appeler une avocate, Océane Cholet, on retient bien le nom. Pardon, merde, Chotel, j'ai mal dit. C'est Chotel, C-H-O-T-E-L. Voilà. Il y a aussi le droit d'appeler un contact proche. Donc ça, c'est une personne de votre connaissance. Où du coup, les flics vont l'appeler, lui dire bonjour, machin est en garde à vue, etc. Et après, ce contact proche, il doit transmettre les informations au numéro de la VAGE qui est inscrit ici. Donc c'est 07 48 50 83 98. Et ça, on va peut-être laisser le panneau genre sur le camion après pour que vous puissiez le voir. À part ça, vous avez le droit à garder le silence. C'est hyper important parce que souvent, en fait, les flics ils font des interpellations pour absolument rien. Et les seules preuves qu'ils peuvent avoir sur vous, c'est ce que vous direz. Donc, à part le fait que ne pas... Enfin, donc vous gardez le silence sur vraiment toutes les questions.
sauf ce qui concerne votre petite identité, si vous souhaitez la donner. Vous n'êtes pas obligé, mais je précise que c'est un délit de ne pas donner sa petite identité. Et du coup, la petite identité, c'est nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance. Et potentiellement le prénom d'un parent, si jamais vous avez un homonyme en France. Voilà. Et sinon, oui, on va vous demander, oui, comme autre droit, pardon, donc il y a avocat, appeler un proche, voir un médecin, garder le silence, et aussi vous pouvez avoir un kit d'hygiène, ça vous pouvez le demander. Et sinon aussi en garde à vue, on peut vous demander de donner vos empreintes et votre ADN. Je précise que c'est un délit de refuser, mais en soi vous pouvez complètement refuser. Et dans énormément de cas, il n'y a pas de procès juste pour ça, même si on voit que, enfin bon, voilà. Mais ça, c'est un peu une décision personnelle. Et voilà, je pense que c'est un peu tout. Et évidemment, pendant le carnaval des possibles, on évite vraiment de laisser des camarades seuls. On reste groupés et on est solidaires tous envers tous. Voilà. Vous l'avez donc compris. Oui, et aussi, on avait juste une petite demande de dernière minute aussi, désolé. C'est juste s'il y a des batucadas ou des fanfares ou juste des gens qui font de la musique, qui sont chauds de venir au carnaval des possibles, c'est complètement... Bah, on est pour de ouf. Et voilà, parce que c'est festif et que c'est trop chouette. Ok, vous l'avez donc compris. On se retrouve ici à 17 h pour le départ du carnaval. Et on vous tient au jus. Buvez bien de l'eau.